qui était resté au pouvoir en Alsace. Transitoire. Dans la période transitoire. Rappelons-nous aussi que l'arrangement dit clairement que l'administration et les tribunaux restent confiés à l'autorité allemande. Tout est cohérent. C'est-à-dire, ainsi que était la conséquence nécessaire du retour des trois départements dans la communauté nationale, loi constitutionnelle, réquisition sûreté de l'État, ainsi que des lois nouvelles, c'est-à-dire des lois postérieures à l'armistice et contenant un apport législatif original par rapport à la réglementation locale. Il reste à voir comment ces principes furent appliqués. Je rappelle que le bulletin officiel d'Alsace-Lorraine, là où sont censés paraître ces lois, eh ben, n'a pas de valeur, puisque la Constitution allemande dit qu'on ne peut pas changer ou abroger, modifier ou abroger la Constitution concernant l'Alsace-Lorraine, et le Gesetzblatt, le bulletin officiel, le bulletin allemand, fait partie donc de cette Constitution. Loi d'ordre public applicable sans promulgation. Là, on commence tout doucement. Jurisprudence rendant les propriétés du Reich en des territoires désannexés inaliénables. Alors le mot désannexé est quelque chose de très important. On a jusqu'à présent soutenu qu'on désannexerait l'Alsace-Lorraine et qu'on ne l'annexerait pas. Dans toute la conférence d'Alsace-Lorraine, etc., on a toujours voulu désannexer, c'est-à-dire sortir du giron allemand, mais surtout pas l'annexer à la France. C'est ça le principe de la désannexion. Par ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette bagarre pour que l'Alsace devienne Alsace au niveau des Grands Est. Bah oui. C'est pour ça qu'il y a cette bah bagarre. Oui, il y a tout. Je comprends mieux. Tout est derrière. Hein. Oui, je comprends mieux. Ouais. Par ailleurs, les tribunaux admirent que les lois constitutionnelles, politiques ou administratives, ou d'une façon générale, les lois d'ordre public, s'appliquaient au territoire cédé sans promulgation formelle. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Et par le seul fait de la cession. Pour ces lois d'État annexant, pour ces lois, l'État annexant n'avait même pas besoin de manifester explicitement sa volonté de les étendre au territoire annexé. Cela se produisait automatiquement. Les Alsaciens sont habitués à avoir des lois qu'ils ne connaissent pas. En 1870, ça a été le cas. En 1918, bis repetita. C'est prodigieux. L'Alsacien, je vais dire, est docile. Le peuple alsacien a réellement souffert de la guerre, et quand il y a l'armistice, la paix, etc., c'est youpia, on n'a plus de bombes qui nous tombent sur le coin de la figure, on fait la fête, mais on ne se soucie pas de ce qui va se passer. Ça s'explique, c'est une bonne guerre, hein, je vais dire. Mais nos politiques en profitent. Et c'est là qu'on est vulnérable, on fait ce qu'on veut avec le peuple. Certes, alors, petite explication, ça c'est pour Hugues. Donc, cette image que j'ai là, c'est une photo que j'ai prise à l'Université de Strasbourg concernant le droit local de 1958. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. La suite de l'ouvrage que je t'ai donné. Ouais. Voilà. Créer l'uniformité législative restait le but à atteindre. Pour des raisons théoriques, la République est un État, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Bon, c'est une raison théorique. Hein. Et pour raison pratique, l'existence de la législation particulière est une source de complications et entrave les relations politiques, économiques et sociales. Il est indispensable de soumettre les trois départements aux mêmes lois que le reste du pays.
En 1920, il y avait un ou deux bons parmi les députés. Le grand malheur de l'Alsace-Lorraine, je crois que ceci résume tous nos critiques, c'est de ne pas être entré de plein pied dans notre régime constitutionnel. Constitution de 1871, avec loi du 31 mai 1871, toujours applicable. On est le 4 juin 1920, rappelez-vous, le décret du 11 juin, du 10 janvier 1920, qui ratifie le traité de Versailles dans les départements français, n'est pas applicable en Alsace. Hein? Le député Lafont, qui ne sera jamais contredit, hein, le confirme. Malheureusement, l'Alsace et la Lorraine ont été d'abord un pays d'occupation, oui, militaire, occupation qui s'est longtemps prolongée, et elles tendent maintenant, je demande pardon du mot, mais c'est le seul qui traduise mes impressions personnelles, une sorte de colonie. Elles ne connaissent pas le contrôle, ce qui est vrai, il n'y a aucun contrôle qui s'exerce sur l'Alsace, donc tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est juridiction, etc., c'est aux mains de ces 28% d'Allemands qui restent maîtres du pays. Qui vaille que vaille, existe quand même dans notre démocratie. Alors je ne dis pas qu'on aurait pu trouver une autre solution, hein, je n'ai pas cette prétention-là, mais une chose est sûre, c'est qu'on a vécu quand même une situation très complexe. Le commissaire général de la République française a hérité des pouvoirs constitutionnels du Statthalter. Ça confirme qu'on est toujours sous le régime de la Constitution du Reich. D'après la législation française, la demande de changement de nom doit être adressée au garde des Sceaux. Et la décision est rendue par le décret, après avis du Conseil d'État. La législation locale décidait que le changement de nom avait lieu avec l'autorisation du Statthalter. Depuis le retour de la Lorraine à la France, plusieurs demandes étaient parvenues au commissaire général, héritier à cet égard du Statthalter. Donc Statthalter, gouverneur, selon le régime constitutionnel allemand. Ça prouve que ça reste. Avec un secrétaire d'État qui est administré le gouvernement de voilà, le ministre d'Alsace. Voilà, c'est ça. Un certain nombre d'Alsaciens et de Lorrains s'étaient également adressés au ministre de la Justice. Voilà, on peut continuer. Attribution du commissaire général de la République non précisée, ressemblance étrange entre directeur et ancien secrétaire d'État. D'autre part, on a institué un organisme nouveau, destiné d'ailleurs à disparaître, et qui est le commissariat général. Le commissariat général rappelle beaucoup l'ancien Statthalter, donc régime constitutionnel allemand, et dont les attributions n'ont jamais été précisées. Hein, c'est tout clair, comme ça. Exerce sous l'autorité, il n'y a pas de contestation. On se demande comment c'est possible. Mais c'est vrai. Sous l'autorité du président du Conseil et par délégation permanente de ce dernier. L'administration générale des territoires d'Alsace-Lorraine pourvoit à tous les emplois. Il est assisté d'un certain nombre de directeurs qui ressemblent étrangement aux anciens secrétaires d'État. On est désannexé, on n'est pas annexé. Enfin, autre signal d'alerte, le pouvoir du Statthalter attribué au commissaire général de la République, donc, si je ne me trompe pas, c'était Mitterrand. C'était Mitterrand, Alexandre Mitterrand. Futur président de la République. Qui a succédé à Marin. Oui, Beranger, le gendre de Clémenceau. Oui, oui. Monsieur Elmer, sénateur, demande à Monsieur le Président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, si le commissaire général de la République a les mêmes pouvoirs que le Statthalter. Voilà. On a des signaux comme quoi, effectivement, on est toujours désannexé, on n'est pas annexé. Réponse, le décret du 21 mars, donc réponse du Président du Conseil, le décret du 21 mars 1919 a chargé le commissaire général de la République à Strasbourg d'exercer sous l'autorité directe et par délégation permanente du président du Conseil
l'administration générale des territoires d'Alsace et de Lorraine. Et la loi du 17 octobre 1919, en maintenant à titre temporaire au commissaire général ses attributions, a presque que les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises à être régis par les dispositions législatives réglementaires qui sont en vigueur. Donc, on est toujours sous le régime de l'ennemi. Ils ont juste changé le nom. Oui, c'est tout. Le commissaire général a dès lors qualité pour appliquer la réglementation locale encore en vigueur dans les départements recouvrés, en ce qui concerne particulièrement les dispositions pour mariage, etc., etc. Alsace-Lorraine, potentiel danger pour la France. Risque de tendance particulariste sous couvert de l'idée régionaliste. Et c'est là qu'on arrive à voir une idée du régionalisme à l'alsacienne. Et c'est pour ça que, personnellement, pour moi, il y a régionalisme et régionalisme. Ça demande toujours une certaine intégrité. On va voir ça. Il y a en effet, en ce moment, une équivoque qui est exploitée par certains esprits à tendance très particulariste et qu'il importe de faire disparaître au plus tôt, car elle pourrait, si elle se prolongeait et se développait, compromettre l'avenir de l'Alsace-Lorraine. Et il faut dire nettement, constituerait un danger pour la France. Or, il y a craint que sous le couvert de l'idée régionaliste, ne viennent se dissimuler des tendances autonomistes ou particularistes auxquelles certains milieux alsaciens ne sont que trop favorables. Et là, c'est écrit par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Marcel Nast, qui est un professeur d'université de Strasbourg, alsacien, mais qui voyait juste également, qui pensait effectivement qu'il était quand même souhaitable d'opérer une certaine unification avec la France. Funeste idée d'un particularisme législatif. Quel que puisse être le sens des promesses faites, la France ne s'est pas engagée à respecter toutes les institutions allemandes en vigueur dans ce pays, et il y a un intérêt d'ordre national devant lesquels les Alsaciens redevenus français doivent s'incliner. On verra ça, comment ils s'inclinent. À ce que l'unité législative se réalise le plus tôt possible, la dualité de législation qui existe actuellement ne doit être considérée, et cela dans tous les domaines, sauf la réserve que nous venons de faire, que comme un état provisoire destiné à cesser. Rien ne serait plus funeste que d'accréditer dans les esprits cette idée que se perpétuera dans les départements recouvrés un particularisme législatif. Nous avons toujours ce particularisme législatif. Risque d'expérience de régionalisme avec conservation des institutions locales. Malheureusement, cette dernière idée contre laquelle nous ne saurions trop nous élever a déjà été formulée et a rencontré des adeptes dans certains milieux. Ces promoteurs, l'habillant d'un vêtement scientifique à la mode, ont dit que l'Alsace et la Lorraine étaient un terrain tout préparé où l'on pourrait tenter une expérience de régionalisme en conservant à ces territoires une partie de leurs institutions locales. Et alors, moi je trouve que ça rappelle assez la collectivité européenne d'Alsace, avec les expériences de régionalisme. On reproduit ce qu'on voulait faire en 1919. À cela, nous répondrons d'abord que l'on commet une singulière confusion lorsqu'on réunit sous un même vocable deux choses aussi différentes que le régionalisme économique et que le particularisme juridique. Alors oui, effectivement, enfin, personnellement, je pense qu'on peut avoir dans différentes régions des textes
de lois différents, parce que tout simplement, la géographie fait qu'on a besoin de ces textes différents. Je dirais, on est dans une zone où il fait très sec, peut-être revoir la législation sur l'eau. S'il fait froid, peut-être prévoir une législation particulière pour l'hiver, détaxer peut-être le fioul ou je ne sais pas trop quoi, mais ça justifie en tout cas qu'on se préoccupe compte tenu de la situation géographique. Mais sinon, au point de vue procédure civile, il n'y a pas de raison que devant un juge ça se passe comme ça, et à 50 km quand on franchit on vit dans un autre département, ça se passe autrement. C'est ce qui se passe. C'est une question tout autre de savoir si une région est fondée à revendiquer une législation différente de celle qui régit la France. Et je pense qu'effectivement, il faut bien se poser la question de savoir quels sont les textes qui peuvent être différents d'une région à une autre. Le malaise prendra fin, les équivoques disparaîtront le jour où tout simplement, très simplement, l'on posera le problème en ces termes. Malgré sa réintégration dans l'unité française, l'Alsace-Lorraine doit-elle avoir un statut spécial? Il importe de le remarquer, il ne s'agit nullement de supprimer les mœurs, les coutumes locales, tout ce qui a un mot fait l'originalité, le charme si prenant de l'Alsace-Lorraine. Il s'agit uniquement de savoir si, au point de vue administratif et législatif, les 3 départements repris à l'Allemagne doivent vivre sous un régime différent que celui des autres départements. Il n'y a pas de raison d'avoir un système administratif différent. Il y a d'autres textes qui peuvent être... il y a d'autres raisons pour avoir des différences de loi, de règlement. Voilà. Ce sont des questions qui convient de se poser. Pour le régionalisme religieux, bon, on a tout à l'heure dit les catholiques français défendaient, on va dire, le particularisme religieux, donc culturel de l'Alsace. Il y a le point de vue administratif et le point de vue législatif. Oui. Peut-être. Alors, là, c'est très difficile parce que ça demande à revenir à 1648, 1789, etc. L'Alsace était composée de petits territoires en 1648, etc. Le milieu religieux également avait une très forte influence. Je dirais, chaque seigneur faisait sa propre tambouille, il régissait son propre territoire. Lorsqu'en 1789, les biens du clergé et de la féodalité ont été confisqués par la République française, en Alsace également, ils ont été confisqués. Mais ces petits seigneurs et ces ecclésiastiques étaient d'obédience allemande. Ils ont été indemnisés quand même, au même titre que les autres, les seigneurs et curés français, mais ils n'ont jamais digéré être dépossédés de leurs biens. Et ça, c'est resté en travers. Et si effectivement, pour moi, c'est mon analyse, il y a une volonté de conserver une certaine culture religieuse, c'est pour se réapproprier ces biens, ces pouvoirs que la féodalité alsacienne et les ecclésiastiques avaient en 1648 jusqu'en 1792. Si je ne me trompe pas, c'est en 1792 que les biens ont été confisqués. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Oui, parce que j'avais l'impression que la question de l'Alsace-Lorraine en 19 avive les tensions qu'il y a en France.
catholiques radicaux. Et à l'inverse, laïque, oui. à l'inverse, les bisbilles françaises ont une influence sur l'évolution, ou au contraire la non-évolution du statut d'Alsace-Lorraine. Ah bah, on a cherché le calme en quelque sorte. Oui. On a voulu éviter le clash. Quoi. Et en 24, c'est pareil, il y a bien eu des lois, mais elles ont été appliquées avec beaucoup de souplesse, Oui. parce que les catholiques avaient mobilisé. Tout à fait. Donc c'est intéressant de voir ces Il deux y a- aspects. ben, je dirais, pour moi, on est arrivé à un... On a voulu ménager la chèvre et le chou. Les laïcs d'un côté, les religieux de l'autre. Et c'est devenu une sorte de principe de vouloir garder le contrôle tant sur les laïcs que sur les religieux. Ça suppose à ce moment-là un pouvoir supérieur qui organise les laïcs et les religieux. C'est un peu mon analyse. Oui. Puis après, il y a le Front populaire, mais c'est encore autre chose. Donc Alsace-Lorraine croit convoiter de l'Allemagne. Cette question dut-elle être résolue par l'affirmative? L'Alsace et la Lorraine seraient le terrain le plus mal choisi pour tenter une pareille expérience. Ben oui. Si on garde les lois allemandes, il n'y a pas de raison de revenir sur... D'ailleurs, Hitler disait que si l'Alsace avait conservé le régime d'assurance sociale allemand, c'est qu'on voulait rester allemand. C'est à peine rentré dans le giron de la mère patrie, reste la proie convoitée de l'Allemagne. Effectivement, l'Alsace va rester la proie convoitée de l'Allemagne. Tout ce qui peut constituer une séparation, une différenciation entre eux et le reste de la France ne peut servir de prétexte aux revendications germaniques. Ne peut que servir. Plus l'Alsace et la Lorraine se fondront dans l'unité française, moins sera entretenu, outre-Rhin, l'espoir de remettre la main sur elle, et il serait à souhaiter que cette expression même d'Alsace-Lorraine, qui ne correspond à aucune unité géographique, ethnique ou économique, qui est née du coup de force de 1870, disparut du langage usuel et ne servit plus qu'à désigner dans les livres d'histoire une création éphémère et arbitraire du génie prussien. Je pense que ça pose bien le problème du régionalisme. C'est pas aussi simple que ça. Je suis pas pour, je suis pas contre. Ça demande une très grande réflexion. C'est aussi le problème de la Lorraine. Oui, On oui. avait hâte que disparaisse le terme Alsace-Lorraine pour se débarrasser de Strasbourg. Ajoutons à cela qu'aucune raison profonde tenant aux traditions historiques de cette contrée n'expliquerait le maintien spécial dans les départements recouvrés d'institutions prétendues locales, qui ne sont en réalité que des institutions allemandes imposées par le vainqueur, et dont certaines, comme le Code civil allemand de 1900, ne sont venues supplanter les institutions françaises que depuis quelques années. Et nous pouvons taire à ce propos l'étonnement attristé que nous éprouvons quand nous entendons certains Alsaciens, et même certains Français de l'intérieur, défendre âprement ces institutions étrangères. Combien de fois on va entendre que le droit local d'Alsace est supérieur aux autres, au droit français? C'est vrai, il peut être supérieur, mais tout dépend pour qui. Le droit local d'Alsace-Moselle est un droit bancaire. Et qu'il faut d'un abord, au surplus, il n'est pas d'intérêt de ce pays aujourd'hui de le libérer de la domination germanique, de conserver une législation qui serait désormais privée des perfectionnements dont elle se